Bien, eh ben, écoutez, ravi de vous rencontrer pour cet échange, un échange qui va être dans le bien-être, et, mais qui va se décliner dans une direction très particulière parce qu'on va parler du bien-être de l'habitat. Alors c'est quelque chose qui est très populaire en fait en Orient, que ce soit en Chine, au Japon, en Inde, ce qui représente déjà pratiquement la moitié de la population mondiale. Mais c'est une découverte beaucoup plus récente en Occident. Et je dirais même que c'est pratiquement, bon, ici en France, ça rentre pas dans nos logiciels de formation, hein. C'est-à-dire qu'on est, quand on pense bien-être, on va le décliner dans plein d'autres domaines, mais on va pas faire forcément du lien avec des problématiques qu'on rencontre et des problématiques qui pourraient être liées à l'habitat. Ça paraît assez étrange, et pourtant quand on se penche sur le sujet euh, et qu'on commence à découvrir justement ces sciences anciennes comme le Vastu Shastra qui nous vient de l'Inde, eh bien on peut commencer à avoir un décodage différent et comprendre pourquoi dans telle rue vous avez des boutiques, vous savez, qui fonctionnent. Vous avez certainement tous vu ça, c'est-à-dire qu'il y a un endroit, le commerce, là ça marche, là ça marche, là ça marche. Et celui-là, bah, ça marche jamais. C'est-à-dire il y a liquidation totale, changement de propriétaire, ça reste fermé pendant 1 an, 2 ans, il y a quelqu'un qui retente l'aventure, et pour autant, ça ne fonctionne pas. Hein, au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, ça y est, à nouveau ça périclite. Eh bien, quand on a justement ce coup d'œil, cette connaissance du Vastu, eh bien, on comprend tout à fait pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en plus, on a des clés pour, je dirais, lever les problèmes. Alors, moi qui suis je suis pas du tout un professionnel du bâtiment. J'ai un parcours de formation qui est, bon, une approche assez scientifique euh, et très orienté vers la santé. Bon, j'ai été chirurgien dentiste. Je dis bien j'ai été parce que je suis depuis quelques années en retraite. Et j'ai étudié aussi la médecine chinoise parce que j'avais, je dirais, dans l'approche qu'on a en Occident du soin, de la médecine, j'étais un peu en frustration, c'est de voir qu'on apprend voilà, des traitements, des maladies, des symptômes, mais en fait, il est où le patient là-dedans, quoi. Et donc pour moi, qui avait démarré, je pense déjà une approche assez humaniste au travers de la méditation que je considère aussi comme une forme de médecine, euh, donc je me suis orienté vers cette médecine chinoise qui est aussi une science traditionnelle. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite aussi dans mon apprentissage du Vastu qui est aussi une approche traditionnelle. Donc ça appartient à la tradition de l'Inde. Bon, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais bon, grosso modo, ça date d'environ 5000 ans. Et au départ, c'est quand même une discipline qui se décline plutôt pour la construction. Mais il y a des approches qui ont été développées, qui sont un petit peu plus modernes, et ça peut aussi être une discipline de réhabilitation d'un habitat existant. Alors, dans la série, si vous voulez, euh, je dirais des dossiers architecturaux qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, euh, quand on parle à des professionnels qui sont, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit des constructeurs, eh bien, ils nous rapportent, hein, moi je suis souvent en relation avec ces types de personnes, et ils nous rapportent que c'est quand même bizarre, hein. Il y a des dossiers, ça marche tout seul, tout se fait, je dirais, dans la douceur et dans la continuité, et il n'y a pas de gros problèmes. Et par contre, il y a des problèmes qui sont cumulés, mais cumulés sur certains dossiers. Et bien là encore, euh, on peut voir que dès le départ, quand vous voulez partir sur un projet
immobilier, si le terrain, par exemple, est mal calé, enfin, dans notre lecture à nous, hein, la lecture Vastou, eh bien, il y aura des problèmes qui vont commencer déjà au niveau administratif. Ensuite, comme le terrain, dans sa vibration, hein, alors là, évidemment, je vais parler peut-être dans un langage un peu plus ésotérique, mais si il est d'une vibration basse, eh bien, en fait, il ne va pas attirer, si vous voulez, des corps de métier qui matchent avec cette vibration. Donc, il va y avoir, en fait, un petit peu celui qui est en vibration basse, et ça ne va pas très très bien se passer. Il va y avoir, par exemple, des malfaçons, il va y avoir ou même peut-être des accidents sur le chantier. On connaît ça par exemple dans la grande distribution, parce que dans mon parcours, j'ai pu intervenir même sur des hypermarchés. Et dans la grande distribution, ils appellent ça un magasin mal né. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais elle parle d'elle-même. Ça veut dire que depuis le départ, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que administrativement, c'est très très compliqué. Ensuite, le chantier se passe pas très bien, il y a 6 mois, 1 an, voire même parfois plus de retard avant l'ouverture. Et puis quand c'est ouvert, eh bien ça fonctionne pas suivant les prévisions. Beaucoup d'absentéisme, des conflits, enfin bon, c'est très très intéressant en fait de voir, parce que là on subit un petit peu les choses, mais quand on connaît ces règles de construction basées sur cette science du Vastu, eh bien, on se dit, ben oui, forcément, ça ne peut pas marcher à cause de tel critère. Et c'est vraiment... je pense que vous avez tous remarqué que vous avez des lieux dans lesquels vous entrez, puis vous vous sentez accueilli, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose. Alors, bien sûr, on peut se raccrocher à la couleur des murs ou à l'odeur. Bon. Oui, bien sûr, ça peut arriver qu'on ne se sente pas accueilli dans un lieu parce que justement ça sent pas très bon ou que les couleurs sont pas à votre goût. Mais parfois, tout est impeccable et pourtant, on a l'impression que ça vit pas. Moi, je sais que j'ai fait un vastou il y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans sur la côte méditerranéenne, une maison vraiment grand luxe. Les personnes avaient mis, je crois, plus d'1,5 million d'euros rien que dans la déco. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée, si vous voulez, du genre de propriété. Et pourtant, c'était sans vie. Vous savez, dans ces beaux magazines, vous voyez une maison témoin, ça faisait ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'émotion, en fait, il n'y avait pas de chaleur, c'était froid, et quelque part, moi, je pourrais dire presque mort. D'ailleurs, pourquoi on me faisait faire venir un Vastou, c'est parce que les gens se sentaient pas très bien, en fait, dans la maison, malgré son aspect luxueux. Alors, pour tracer un panorama, puisque là, je vais faire une présentation assez large quand même, hein, je ne peux pas rentrer dans le détail. Enfin, après, si vous avez des questions, on pourra peut-être être plus pointu sur certains points. Mais il y a 3 grands domaines, en fait, dans le Vastou. Il y a un domaine qu'on appelle la géobiologie, donc ça c'est assez connu ici en Occident. Maintenant, bon, il y a quand même pas mal de gens, puis même il y a les anciens, ne serait-ce que les sourciers, vous savez, avec la baguette de Goudrier, oui, ils pouvaient vous déterminer, oui, là il y a de l'eau. Eh bien, on sait que dans le sous-sol, il se passe, il y a de l'énergie, il y a quelque chose. Alors bon, on appelle ça ligne Hartmann, réseau Curie, grand diagonal ou autre, et qu'il peut y avoir des conjonctions de réseaux qui forment ce qu'on appelle des nœuds pathogènes. Et si vous avez effectivement un nœud pathogène sous votre lit, par exemple, avec les années, il peut se passer effectivement des problèmes de santé. D'où ces expressions qu'on peut avoir dans les campagnes,
rapporté souvent d'ailleurs par les anciens. Ah oui, la maison là, elle a le mauvais œil, ça c'est une maison cancer, ou parce qu'en fait les gens tombent régulièrement malades quand ils sont dans ce lieu. Donc ça c'est un domaine. Vous avez aussi ce qu'on appelle le structurel. Le structurel vastu, c'est comment la maison a été conçue. Quelle est la forme du terrain qu'on a acquis, qui a été acheté. Parce que sa forme, eh bien, la forme va générer d'une certaine façon une vibration, et il y a des formes harmonieuses et il y a des formes dissonantes. Alors on peut le comprendre peut-être un peu plus dans l'espace, dans les proportions. On sait qu'il y a des proportions sacrées, bon, le fameux nombre d'or, mais ça peut aussi se décliner, pas forcément que dans le volume, ça peut aussi se décliner sur un plan horizontal avec la forme du terrain. Ensuite, il y a la conception de la maison, où on l'a plantée dans le terrain. Alors je sais bien que dans certains endroits, en milieu urbain, il y a un PLU qui impose de mettre les maisons dans tel alignement ou tel autre. Bien sûr, ça ce sont des contraintes administratives, on ne peut pas déroger, bon, c'est une chose. Mais sur des zones un petit peu plus rurales, bon, parfois on a quand même le choix d'un peu plus de l'orientation, de l'implantation de la maison. Eh bien, c'est très important de savoir comment elle va être orientée, implantée. Comment elle va être proportionnée, comment on va distribuer à l'intérieur de la maison aussi la circulation de l'énergie, les pièces, quelle pièce va être attribuée à la chambre, à la cuisine, tout ça, en fait, ça a une importance. Moi, j'ai des exemples, beaucoup d'exemples, par exemple, d'enfants qui dorment pas bien. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont dans un lieu de la maison qui est ce qu'on appelle instable. Alors effectivement, si déjà le gamin il a un sommeil un peu fragile et qu'on l'a mis dans l'endroit vraiment d'instabilité de la maison, eh bien ça peut poser des problèmes. Et il suffit parfois de dire, mais vous savez, la chambre qui est là-bas, là, elle est disponible, faites l'essai, placez-le pour peut-être une semaine là et vous verrez. Et ça change complètement. Donc on voit bien en fait que l'organisation de la maison a son importance. Et je dirais que suivant peut-être l'état psychologique des gens qui sollicitent la construction, parce que c'est quand même les donneurs d'ordre, et puis en face aussi les professionnels qui sont les architectes, eh bien je dirais que plus ou moins la névrose des uns et des autres peut se refléter en fait dans la construction. Ah oui, des fois on voit des choses. Bon. Alors je suis désolé pour les professionnels qui sont ici présents, mais non, mais là ici j'ai vu quand même des très belles choses. Je dois vous dire dans la maison ici, même si on l'a un peu vastouillé aujourd'hui. On lui a amené quelques améliorations, mais disons qu'on partait quand même dans un terreau qui était pas mal du tout. Mais après, il y a des choses qui peuvent complètement vous échapper. Par exemple, la maison ici, elle est totalement cardinale. Cardinal, ça veut dire que les murs porteurs extérieurs, sont dans les axes cardinaux. Nord-sud, nord-sud, ouest-est. Le Est. Oui, vous voyez, j'ai trop travaillé aujourd'hui, donc eh bien la cardinalité va donner un certain type d'énergie à l'habitat. Alors que si on l'imagine par exemple en diagonale, c'est-à-dire dans une orientation, on va dire nord-est, sud-ouest, c'est-à-dire un petit peu en travers par rapport aux axes cardinaux, eh bien, elle va avoir au contraire de l'instabilité. C'est ce qu'on appelle assez communément les maisons à divorce. Ça aussi, c'est connu par les professionnels de l'immobilier, parce qu'ils les ont tous les 2 ans à vendre. Le jeune couple s'installe, ils ont la maison de leurs rêves et tout ça, mais en fait, ils se prennent la tête parce que...
le- je vais y arriver à la correction, hein. Ne commencez pas à flipper parce que votre maison elle est en diagonale. Parce que là, pour l'instant, je suis en train de poser un peu les problématiques, mais je suis pas là que pour vous mettre dans l'angoisse. Même si ça peut durer un petit moment dans la conférence, mais après, on va parler quand même de solutions. Je sais bien que la maison n'est pas sur des roulettes et que si elle est en diagonale, ça va être difficile de la remettre dans une position un petit peu intermédiaire, on va dire, entre la cardinalité et la diagonale. Mais il faut savoir que, bon, avec mon épouse Lydie, on dirige un institut qui s'appelle l'Institut français de Vastoux, et on a deux vocations, hein, c'est de former des personnes au Vastoux, et puis aussi, bon, parfois on est sollicité en direct pour intervenir sur des lieux. Eh bien, il faut savoir qu'au sein de l'Institut, on a à peu près 50% des dossiers enfin, qui nous sont soumis. Ce sont des maisons qui sont, allez, on va dire entre 35-40, 40-45 degrés, c'est-à-dire ce décalage, vous voyez, d'angle par rapport aux axes cardinaux. Parce que ce sont des maisons qui sont difficiles à vivre, parce que la vibration, moi je compare ça un petit peu à la rivière qui coule, et vous mettez par exemple un bâton au milieu de la rivière, vous le mettez dans l'axe du courant. Bah, il y a une petite onde qui se met autour, mais en fait, ça fait pas de grosses vagues. Par contre, vous commencez à mettre le bâton en travers, eh bien, il va y avoir des turbulences. Alors, c'est juste une image, mais c'est pour vous dire que ces turbulences vibratoires, elles existent dans les maisons qui sont justement proches, dans la diagonale ou proches de cette diagonale. Et, et c'est pas un hasard, en fait, si on a énormément de sollicitations. Moi, j'ai un dossier qui rentre. Bah tiens, j'ai encore montré, hein, Sarah, je t'ai montré un dossier qui vient de rentrer. On est sollicité à l'Institut pour une intervention. C'est à Contrexéville. Et la maison, elle était à 0 degré. Donc on était une maison dans la cardinalité, une maison en impasse. Bon, quand tu vis dans l'impasse, tu es dans l'impasse. Hein. Oui, oui, c'est... Et il y a une résonance très particulière. Alors c'est vrai qu'on bénéficie du calme parce que, effectivement, dans l'impasse, il y a moins de circulation. Mais par contre, vibratoirement, c'est pas top. Et puis on avait une autre problématique qui était en fait la forme du terrain et ce qu'on appelle nous dans le langage Vastou une forme de lion. Hein, vous savez, le lion, il a une grosse crinière, ça lui donne une grosse tête et il a des petites fesses. Eh bien, quand vous regardez la forme globale de l'animal, vous voyez, c'est-à-dire que la tête, elle est près de la façade hein, du flux public, en fait, et puis l'arrière du terrain se rétrécit. Eh bien, quand vous avez cette forme-là, d'un point de vue Vastu, c'est extrêmement négatif. Donc, négatif, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de problèmes. Alors, ça peut être la santé, ça peut être les relations au monde. Enfin, après, ça va se décliner à différents niveaux, voire peut-être toutes les strates. Ça va dépendre aussi, évidemment, des personnes. Mais là, rien qu'en voyant ça, on a 3 critères majeurs qui sont, pour moi, dans le rouge. Plus. Impasse, maison à 0 degré, c'est-à-dire totalement statique, et la forme du terrain qui était pas bonne, donc cette forme de lion. En plus, on en a vu un 4e avec les angles mètres. Ce qu'on appelle les angles mètres, c'est tout ce qui est côté ouest, avec des angles ouverts ou fermés, qui donne en fait une instabilité en fait au lieu. Voilà, donc ça, effectivement, si on n'a pas la connaissance de ces choses-là, on voit un terrain, bon, il est dans le secteur recherché par les personnes qui s'investissent pour construire la maison à cet endroit-là, eh bien, voilà, on y va, c'est proche de l'école pour les gosses, enfin, c'est dans notre budget, enfin, vous voyez, il y a tous les critères, on va dire, rationnels qui sont là, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui renvoient
rentrer en ligne de compte et qui vont peut-être poser des problématiques dès l'achat. Et on le voit, moi j'ai à peu près 2500 expertises de maisons, et ça m'est arrivé de dire, les gens là, ils n'ont pas acheté une maison, ils ont acheté un prix. Parce que personne n'en veut, de ce truc-là. Alors ça descend, puis il y a un moment où il y a toujours, je dirais, quelqu'un qui se dit, ah oui, c'est vrai, bon, c'est pas terrible, mais avec l'argent qu'on économise, parce qu'elle est vraiment, je dirais, très très basse au niveau du prix, eh bien, on va pouvoir faire des travaux. Erreur, ils pourront jamais faire leurs travaux là-dedans. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui va vouloir venir. Mais c'est des cas, hein, là, c'est pas des trucs comme ça en l'air. Hein. J'ai vu ce genre de situation où les gens, au bout de 6 mois, 1 an, ils sont désespérés parce que rien n'avance. Ils prennent des rendez-vous, les entrepreneurs viennent pas, ils n'arrivent même pas à avoir un devis. Enfin, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, vu comme ça, on pourrait dire c'est rigolo, mais bon, pour les gens qui sont dedans, non, pas vraiment, quoi. Alors, je vous ai parlé de 2 critères, mais il y en a un troisième, et c'est la mémoire des lieux. Eh oui, parce qu'en fait, les lieux, ils absorbent aussi ce qu'on y fait dedans. C'est-à-dire que si on fait de la méditation, qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a de la joie, eh bien, ça s'infuse dans les murs, et les murs vont respirer, en fait, ce qu'on leur propose. Mais s'il y a de la violence, s'il y a vraiment des drames qui se passent, ben ça, à l'inverse, ça va laisser aussi des traces douloureuses qu'on peut ressentir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entrer dans une maison, j'ai la paix, je suis content, je suis bien d'aller faire ce vastou, et je rentre, il y a une espèce de truc de tristesse qui me tombe dessus. Bon, j'ai appris à reconnaître, alors je sais bien que ça ne m'appartient pas, mais c'est comme si vraiment cette tristesse, elle suinte des murs, quoi. Il y a une mémoire qui est là, alors c'est très étonnant d'ailleurs, parce que on peut se dire, mais comment j'arrive en fait à ressentir ça? C'est ce qu'on appelle tout simplement l'intuition. C'est-à-dire que quand vous cherchez une maison, enfin quand je dis maison, ça peut être appartement, vous savez ce qu'on dit? C'est un coup de cœur. Ça veut dire qu'il y a une part un peu irrationnelle. Hein. Parfois même, tous les critères, je dirais, objectifs, rationnels sont là. L'agent immobilier vous amène dans un lieu, et puis vous avez à peine passé le pas de la porte. Ah ben non, c'est pas là. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais monsieur, madame, je vous assure, regardez, vous vouliez tant de pièces, tant de surface, c'est dans votre budget. Voilà, rationnellement ça colle, mais en fait, il y a quelque chose qui se déclenche pas. Et à l'inverse, parfois, on peut se dire, ouais, je le sens, c'est là où j'ai envie d'être, et pourtant quelqu'un à côté va dire, ouais, mais t'as vu, c'est pas terrible, il y a ci, il y a ça. C'est ça. Ça s'appelle l'intuition. Et je pense qu'en plus, comme on dit, on ne choisit pas sa maison par hasard. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les associations de personnes, d'ailleurs. La personne, votre compagne ou compagnon, c'est pas la meilleure personne, c'est pas la personne idéale, mais c'est la personne qui vous convient. Hein. J'ai l'habitude de dire les névroses s'emboîtent bien. Mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que la maison, elle n'est pas parfaite, mais elle va correspondre à votre énergie, et elle va d'une certaine façon, vous agir aussi comme un miroir. C'est-à-dire, en fait, vous mettre dans une forme de travail intérieur pour apprendre à vous connaître. Et en général, quand cette évolution, elle est faite, bien, on a envie de changer de lieu. C'est comme si on était arrivé au terme de quelque chose. Ça peut arriver aussi dans les associations de personnes. Et alors, effectivement, c'est le moment peut-être d'aller autre part, ou peut-être d'appeler Sarah pour faire un vastou, changer la vibration, et à ce moment-là, on va repartir dans une nouvelle relation avec cet habitat.
Donc, vous voyez, le Vastu, il va s'occuper en fait de tous ces domaines-là. Et on peut agir sur, bien sûr, sur la géobio, ce qui se passe dans le sous-sol. On peut agir aussi si la maison elle est en diagonale et qu'on se dit aïe 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 aïe. Euh, Effectivement, euh, on a des méthodes. Alors c'est vraiment presque millimétrique, hein, c'est-à-dire que là il y a vraiment je dirais une gestion pratiquement scientifique avec des matériaux comme du marbre, du cuivre, mais en faisant appel à certaines propriétés de ces matériaux qui sont en fait à la fois connus en physique, mais pas du tout déclinés dans une application telle qu'on pourrait la faire au niveau de l'habitat. Et c'est très très surprenant, parce que je peux... euh, Thérèse, je peux te prendre comme témoin. Tu connais rien au Vastu. Je suis arrivé, on a fait un petit test parce que j'avais besoin de savoir, parce qu'on avait une petite incertitude sur la rotation de l'énergie dans ce lieu. Parce que ça peut être une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou une contre-rotation. Et il y a des lieux comme ça où objectivement on pense que la rotation va être dans ce sens-là, et puis en fait quand on est plus dans une recherche subjective avec un pendule, enfin ou des baguettes, enfin, et on se dit tiens c'est bizarre parce que ça réagit pas comme on pense que ça devrait réagir en fonction des pentes, enfin bon, je vais pas trop être technique. Et puis donc j'ai fait un test en fait avec un tout petit morceau de cuivre. Il y en a un qui était adapté, je dirais, à la correction, ce qu'on appelle giratoire, et un autre petit cuivre qui était en contre-rotation. C'est-à-dire, c'est pas le même matériel. C'est toujours du cuivre. Si je vous les montre comme ça, vous allez dire, bon, il n'y a pas de différence. Ben si, il y en a une entre les deux. Et on a fait un test complètement à l'aveugle. C'est-à-dire que Sarah et Thérèse étaient dans la pièce, et moi, j'étais à un endroit, et j'ai dit numéro un. J'ai retiré numéro un, j'ai mis numéro 2. Après, je dis, bon, on va refaire le test. Allez, je retire numéro 2, je mets numéro un. Et j'ai terminé en disant numéro 2. Et puis après, je suis venu, puis j'ai dit, bon, vous sentez la différence entre les deux? Oui, 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 c'est la différence. Et là, Thérèse, tu m'as dit, la, la 2, il n'y a pas photo, c'est la 2 où je me sens bien. C'est-à-dire qu'il y avait une perception bon, qui est évidemment subjective, qui est dans le corps, mais de se dire, ah oui, avec la 2 je me sens, c'est mieux, c'est plus léger, c'est plus ouvert, enfin. Alors que l'autre, je suis moins à l'aise dans mon corps. Et en plus, on avait senti tous les trois la même chose. Voilà, il y avait une unanimité. Donc, alors, on se dit, ouais, c'est quand même assez étonnant. Par exemple, cette fameuse maison qui est en diagonale, j'ai eu une fois, comme ça, dans un Vastu, la personne nous appelle pour une correction, et la grosse problématique, c'était ça, c'est que la maison était à 45 degrés, et la dame était d'ailleurs désespérée parce qu'elle venait d'acheter la maison dans le village de son enfance, enfin bon, vraiment, il y avait tout un historique qui faisait qu'elle voulait vraiment être là, il y avait très très peu de maisons, enfin je veux dire à acquérir, et puis c'est là en plus elle correspondait, enfin bon, tout semblait parfait, donc il signe le compromis, voilà, il s'installe, et la personne dedans, en fait au final elle se sent très mal, elle dort pas, enfin elle dort très mal, et elle nous appelle, c'était dans notre région, dans le sud-ouest, elle nous appelle, et puis elle dit il faut faire quelque chose, il y a quelque chose qui va pas dans cette maison. Et en fait, la maison qui était donc hyper dynamique, hein, avec cette orientation, eh bien, c'est une petite pièce de cuivre, assez anodine, placée à un endroit millimétrique, c'est très particulier. Eh bien, ça a tout de suite levé, en fait, je dirais, presque 80% du problème de cette maison. Et la personne qui était là, qu'on avait rencontrée il y a quoi, il y a un quart d'heure, 20 minutes, elle explose en pleurs. Tellement, si vous voulez, c'est comme si tout d'un coup on lui avait retiré, je sais pas moi, un sac de sable de 50 kilos sur le dos.
Et voilà, elle n'a pas pu retenir son émotion, elle était même très confuse de livrer son émotion comme ça à des inconnus. Et puis, elle nous dit cette chose qui nous a vraiment presque tiré les larmes des yeux, c'est de dire, ah, je vais enfin pouvoir habiter ma maison. C'est et, alors c'est pas toujours aussi démonstratif, hein, bien sûr. Il y a des maisons dans lesquelles bon la correction, enfin ce qu'on appelle nous correction, harmonisation, va être un peu plus discrète parce qu'on est déjà dans un lieu qui est pas mal. Hein, mais en fait c'est l'écart, si vous voulez, surtout quand on le fait. Et ce qui est très étonnant, c'est que le résultat est immédiat. On pose le matériel, il se passe pas 10 minutes. Hein. C'est dans les secondes qui suivent qu'en fait on a le résultat. La maison réagit très très vite. Alors c'est très... Ça c'est le côté, je dirais, très sympa du Vastu, c'est qu'on a d'abord on a le résultat immédiatement, et puis surtout c'est pérenne dans le temps. C'est-à-dire que quand on fait une harmonisation, là je vais faire un petit distinguo avec le Feng Shui, parce que peut-être que vous avez entendu parler de cette discipline, qui est une très belle discipline, qui à mon sens est un petit peu moins bien adaptée, je dirais, au mode de vie occidental, dans la mesure où le Feng Shui va faire appel beaucoup plus à l'astrologie et solliciter des changements en fonction des saisons, en fonction des années, où bon, ce qui était vrai cette année-là, ben non, il faut faire comme ça, maintenant ne dormez plus dans cette chambre, mais plutôt aller dans cet endroit-là. On appelle ça, nous, des corrections secondaires, en fait, en Vastu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, hein, bien sûr, mais on va agir plutôt sur le côté primaire, dans les fondations en fait, de l'énergie, et là, c'est fait pour durer. Alors, bien sûr, il peut y avoir un petit plus si effectivement on change de chambre cette année par rapport à l'année précédente ou l'année suivante. Mais si vous avez laissé votre maison à 45 degrés, parce que là, en Feng Shui, vous n'avez aucune méthode, hein, je connais quand même un peu la discipline, bah, vous pouvez faire toutes les corrections secondaires que vous voulez, ça va être un peu mieux. Mais j'ai cette expression qui m'avait été rapportée par une étudiante qui s'est formée chez nous au Vastu et qui avait 10 ans de Feng Shui derrière elle et qui était vraiment très très bonne consultante Feng Shui. Et elle m'a dit, bah, tu sais Laurent, en fait, là ça fait un peu plus d'un an que je fais du Vastu, qu'elle avait été certifiée chez nous, et elle me dit, en Feng Shui, on repeint les murs, mais en Vastu, on bouge les murs. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, si vous voulez, de l'action. Là encore, hein, c'est pas pour apporter discrédit à la discipline, qui est une très belle discipline, mais qui a un peu plus d'exigence, parce que si vraiment on veut faire du Feng Shui sérieux, bah, il faut effectivement un suivi. Bah, le Vastu, on va pas tellement s'occuper, si vous voulez, de ces aspects astrologiques, même s'il y a une petite frange hein, quand même du Vastu qui s'en occupe. Mais on a une approche assez différente, et même sur cette approche, je dirais, astrologique, on est dans des cycles différents, on est dans des cycles très longs, c'est-à-dire entre 7 ans et un siècle. Donc ça laisse quand même le temps de voir venir, comme on dit. Bah écoutez, là j'ai un peu placé le décor, mais je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de continuer avec des questions. Alors oui, je disais quand même ici, regardez les rondeurs ici. Ça a été travaillé en fait dans la douceur. Parce que il y a des choses, surtout dans les maisons construites maintenant, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle de flèches, c'est-à-dire en fait des parois comme ça à angle droit qui s'entrechoquent et qui forment en fait comme une flèche et qui sont bah, s'il y en a une ou deux, ça va, mais regardez les maisons d'architectes. Bon, désolé hein, pour les architectes, mais des fois c'est taillé au couteau, quoi. C'est vraiment très très anguleux. Eh bien, c'est quand même, d'un point de vue vastu, en tout cas, c'est assez agressif et c'est pas forcément des maisons faciles à vivre dedans.
Alors qu'ici, ben, regardez bien, vous voyez, tout, on est, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant à construire, parce que on aime bien les angles droits, c'est plus facile hein, pour les artisans. Mais Même pour les meubles. oui, bon, il peut y avoir des petites contraintes, mais regardez les médinas d'Afrique du Nord. Il y a des colonnes, tout est dans des voûtes, tout est dans la rondeur. Ben, il y a une douceur des haciendas aussi traditionnelles en Amérique du Sud ou les maisons traditionnelles du Chétinade, pour ceux qui connaissent peut-être l'Inde, dans l'Inde du Sud, où on retrouve en fait toutes ces rondeurs et ça donne vraiment beaucoup de douceur à l'habitat. Les matériaux aussi qui sont employés. Hein, le béton, ça va pas vibrer pareil que du bois, de la chaux, enfin des matériaux qui sont. C'est comme la nourriture, hein, plus c'est transformé en généralement, et moins c'est bon d'un point de vue de la vitalité de l'aliment. Hein. Eh bien, la maison, c'est pareil. Si on la construit avec des matériaux très transformés, elle va pas vibrer pareil. C'est important. Important. Moi, j'ai une question au niveau du terrain. Parce que tu dis, voilà, le terrain, comment il est taillé et tout. Mais par exemple, un terrain comme le mien où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Il faut déménager. Mais non, mais comment l'énergie, elle sait que l'homme a coupé le terrain 5 mètres comme ça, 10 mètres comme ça, 2 mètres... Enfin, oui, oui. voilà, tu Ça, comprends? c'est. Ah, je comprends complètement parce que c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années avec mon maître Vastou. Parce que il disait, bon, ben. euh, là, il y a une énergie, puis là-bas, il y a une autre énergie. Je lui dis, mais il n'y a même pas une clôture, il n'y a même pas un mur, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est. Oui, la nature, elle ne le sait pas qu'il y a... Le Ouais, plan cadastre, tu veux dire? Oui, La forme voilà, du terrain voilà, cadastré, en voilà. fait. la forme du terrain cadastré. Eh bien, je vous incite à faire l'expérience. Mais bon, il faut être tranquille et un petit peu relâcher sa tête, je dirais, pour être un peu plus dans une perception sensible. Eh bien, tu te mets dans ton terrain, en admettant que tu n'as même pas de clôture, rien, si tu veux, et tu vas dans le terrain d'à côté, et tu verras que tu ne te sens pas pareil. D'accord. Euh, et d'ailleurs, on a fait, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec Sarah, on a fait une petite expérience parce qu'on a modifié en fait la forme du terrain qui était ici, parce que justement, il y avait des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes d'angle-mètre. Et, euh, et on a créé ce qu'on appelle une ligne de rupture, c'est-à-dire que on a vraiment énergétiquement donné naissance à un nouveau terrain autour de la maison. Et quand on était à l'intérieur de ce terrain, on avait un sentiment, hein, on avait une perception. Et dès qu'on sortait de ce terrain, donc il y a une ligne qui est totalement invisible. Il y a rien. Tu ne vois rien. Et vous étiez peut-être encore même dans le terrain matériel Oui, existant. on était toujours dans le terrain de cette propriété-là, Voilà. mais à l'extérieur du terrain créé. Mm. Eh bien, on n'avait pas la même perception. Et c'était très très net. Et combien de fois j'ai, par exemple, découpé une propriété, je dirais, en deux terrains. Hein. Imaginons qu'on a un terrain. En Vasto, on dit que les belles proportions, elles sont situées entre le rapport 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est le carré, c'est-à-dire largeur égale longueur. 1 sur 2, bah, c'est le rectangle dans lequel on peut mettre deux carrés. Voilà, voilà. Eh bien, bon, pour faire simple, hein, eh bien, ça arrive parfois qu'on ait un terrain qui est tout en longueur, qui fait 1 sur 4, par exemple. C'est-à-dire que la longueur, elle est 4 fois supérieure à la largeur. Eh bien, on peut décider de couper le terrain en deux, énergétiquement. C'est tout à fait. Et dans l'énergie, c'est vrai, on a maintenant deux propriétés distinctes. Eh bien, la ligne que vous créez, vous la déplacez de 50 cm, ça peut complètement changer la donne. Moi, j'ai même vu une fois, je me souviens en Bretagne, j'avais fait un vastou comme ça, on avait rectifié le terrain et
bon, au début, on place le matériel et on n'était vraiment pas sur une ligne porteuse. C'est-à-dire ce qu'on appelle une ligne pathogène. Eh bien, l'étudiante, alors moi, ma tête se met à me serrer, mais comme si j'étais dans un étau. Et l'étudiante qui était là, elle me dit, mais moi, j'ai même envie de vomir. On retire le matériel, nos perceptions s'évanouissent. On revient à normal. On a déplacé, alors là on a un peu galéré parce qu'il a fallu bouger pas mal la ligne, on a fait plusieurs essais, puis il y a un moment, waouh, oh là on est bien, vous voyez tout de suite la banane parce que il y a de la joie qui arrive parce qu'on est dans quelque chose qui vibratoirement nous porte. Donc ça c'est, d'ailleurs on rigolait de plus en plus au fur et à mesure qu'on a avancé dans le Vastou. C'était. Oui, aujourd'hui, oui. Ça avance, c'est léger. Voilà, parce qu'à chaque fois, il y a des choses. Hop, on a franchi une petite marche. Puis là, on a encore franchi une petite marche. Et il y a un moment où. Ça, c'est un bon signe, en fait, c'est quand la joie est là. Mais c'est une excellente question parce que moi, elle m'a taraudé pendant pas mal de temps en me disant, mais c'est... Et en fait, c'est le lien juridique qu'on a, si tu veux, avec ce qui a été déterminé d'un point de vue administratif. Et je pense que vous acquiescez tout à l'heure, hein, c'est qu'on peut parfois passer d'une propriété, on passe à la propriété d'à côté, et on sent bien que dans son corps, c'est pas pareil. Il y a un endroit où on est serré, puis de l'autre côté, ça respire, puis là, on est oppressé, puis c'est très, très étonnant. Allez, une autre petite question. Et les maisons rondes, alors? Ah bah, la maison ronde, de toute façon, elle est déjà dans une forme sacrée. Hein. C'est pour ça que il peut y avoir des raisons un peu pratiques aussi, comme les tipis ou des choses comme ça qui sont faciles à démonter, ou les yourtes, par exemple. Bah, le rond, de toute façon, on est dans la géométrie sacrée. Hein. Dans un rond, on peut inscrire un carré, et le rond peut aussi lui-même s'inscrire dans un carré. Donc après, c'est des questions de positionnement des portes, parce que il y a des... En général, c'est porte sud ou porte est qui sont dans l'hémisphère nord, qui sont assez intéressantes. Bon, mais là encore, il peut y avoir des déclinaisons. Enfin, c'est un petit... Là, je donne vraiment des grosses choses, hein, mais vous avez aussi... je vais reprendre un exemple aussi qui est quand même assez courant. C'est par exemple la piscine. Eh bien, vous installez une piscine, ça peut totalement décompenser l'énergie de votre maison si elle est mal placée. Alors, je ne parle pas d'une piscine hors sol, hein, je parle d'une piscine enterrée parce qu'on crée ce qu'on appelle un différentiel de masse. On a fait un gros trou, et on met de l'eau. L'eau, ça n'a pas la densité en fait de la terre. Donc il y a un différentiel de masse. Si ce différentiel de masse il est côté ouest, ça va créer des problèmes. Alors comment on fait pour choisir l'endroit de la piscine? Ah ben, y a... Ah, à l'ouest. À l'ouest, à l'est. À l'est, vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper. Ça ne veut pas dire que là, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on ne va pas non plus tomber comme on dit, dans des recettes de cuisine parce que chaque cas est particulier. Mais disons que côté est, ça va mieux se passer que côté ouest, ça c'est sûr. Après, suivant ce qu'on appelle la giration, c'est-à-dire est-ce que l'énergie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse, là, il peut y avoir des orientations encore qui peuvent changer, c'est-à-dire aller plutôt vers le nord-est ou plutôt vers le sud-est. Mais je dirais que il faut quand même être aussi un peu pragmatique, parce que si vous arrivez chez des personnes, puis vous leur dites le Vastou dit que la piscine c'est là. Oh, mais ça n'a pas de sens. Quoi. Vous voyez, donc ne soyons pas des intégristes. Vastou, on va se dire... C'est que ça peut être corrigé.
Ça peut être corrigé. Même si elle est dans un endroit où au départ ça décompense l'énergie. Exactement, du lieu. ouais. On peut, et ça se corrige très bien. Ça se corrige très très bien. Et on peut tout corriger, ou il y a des choses qu'on peut pas. On a quand même une sacrée batterie de trucs. C'est-à-dire que après, il y a des corrections qui sont de la haute voltige. C'est-à-dire que, non, mais quand je dis haute voltige, là, il faut vraiment l'expert, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment compliqué. On peut agrandir des maisons, on peut faire des choses comme ça vibratoirement. Mais là, ça requiert quand même beaucoup de bouteilles pour faire ce genre de choses. Mais vous avez une cuisine à l'ouest, par exemple, dans votre maison, si la cuisine est côté ouest, c'est comme la piscine. C'est vraiment pas bon. Non seulement c'est pas bon, mais elle peut, si elle est au sud-ouest et que vous êtes en énergie, ce qu'on appelle l'énergie giratoire, eh bien, il y a forte chance pour qu'elle vous décompense la partie basse du corps, c'est-à-dire des problèmes de circulation dans les jambes, des problèmes articulaires, genoux, chevilles, voire bassin, voire peut-être même problèmes gynéco et autres pour vous, mesdames. Parce que la cuisine, ce qu'on appelle un point feu, eh bien, est hyper mal placé parce qu'il est dans ce qu'on appelle l'élément eau. Donc le feu dans l'eau, vous imaginez que ça fait pas bon ménage. Bon, il faut inverser. Si on est anti-giratoire, ça va plus être le sud-ouest, mais ça va être le nord-ouest. Eh bien, ça se corrige très très bien. Alors là, j'ai des kilomètres d'exemples, parce que bon, la santé, c'est quand même mon domaine, et donc j'ai vraiment ce regard, si vous voulez, sur le côté santé. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert le Vastu, hein. C'est parce qu'on m'a dit c'est la médecine de l'habitat. Ah, médecine de l'habitat? Bon, il y a 28 ans de ça, hein, donc ça remonte à quand même un petit... Je rencontre un maître Vastu en Inde, de toute façon... c'est la vie, voilà, vous savez, comme une partie de billard à 3 bandes, et puis hop, on te met à côté du maître Vastu et qui te parle de la médecine de l'habitat. Moi, j'avais même jamais entendu parler du feng shui ou quoi que ce soit. Et donc, effectivement, j'ai rencontré de nombreux cas de figure où on avait cette cuisine mal placée, les gens rapportaient des problèmes effectivement dans la partie basse du corps, on corrige, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas la cuisine de place, hein. On fait juste la correction pour pas que l'élément feu que l'élément eau soit perturbé par le feu. Et dans les semaines qui suivent, les gens disent bah écoutez, mais nos problèmes se sont calmés, quoi. Alors là, c'est le moment où je fais une petite mise en garde, c'est-à-dire dire attention, hein, le Vastu n'est pas responsable de tous les problèmes. Mais disons que ça peut contribuer, surtout dans la mesure où vous avez déjà une faiblesse physiologique parce qu'on a tous des points forts et des points faibles dans nos physiologies. Eh bien, si vous avez déjà des problèmes un petit peu circulatoires, vous allez dans une maison comme ça, en général, ça va aggraver. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, les problèmes vont augmenter. Vous avez des problèmes de sommeil. Et vous arrivez dans une maison à 45 degrés. Ça ne va pas améliorer le sommeil. Pour peu que vous soyez dans la fameuse chambre qui est un peu dans l'énergie instable. Et alors là, ça va être difficile. J'ai des exemples comme ça où le gamin, enfin là en l'occurrence je repense à un dossier, en fait la jeune fille a quitté sa chambre au milieu de nuit pour aller dormir dans le salon. Parce qu'en fait elle était justement dans la zone d'instabilité de la maison. Alors le soir, bon, fatiguée, elle s'endormait, mais dès qu'elle avait retrouvé un peu d'énergie, elle se réveillait, c'était le milieu de la nuit, et elle finissait sa nuit dans le salon. Et là elle se rendormait. Il y a un endroit instable dans toutes les maisons. Oui, à l'ouest, encore. Oh, décidément, l'ouest, ça craint. Je vais construire une maison où il n'y aura pas d'ouest. J'ai 2 enfants à l'ouest de la maison. Ah, ils dorment bien? Ça va, mais on m'inquiète pas. Surtout Très au souvent, sud-est, voilà. C'était bon que j'avais trouvé, mais c'est pas ça. Bon. C'était pas ça.
Alors, les professionnels de l'immobilier, vous avez des questions? Non, pas plus. Moi, ce que vous dites, ça me parle complètement. Après, juste, moi, là où j'ai du mal, c'est un peu avec ce systématisme en disant l'ouest, l'est. Parce qu'en fait, il y a des ouest qui sont est, des nord qui sont est, des sud qui sont nord. C'est pas si systématique que ça. Prabhat, sort de ce corps. Non, c'est bon. Je ne suis bon. pas... ce systématisme, ça dépend de l'emplacement de la montagne, de la rivière, de ce qui se passe à côté. Il y a tellement d'influences. Mais on est en train de parler de la même chose. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, parce que là, ça nécessite... Bon, moi, je comprends complètement votre langage. Ça nécessiterait effectivement que je développe. Parce qu'effectivement, en fonction des pentes, en fonction d'une rivière, on peut avoir des inversions. C'est-à-dire que le nord n'est plus le nord, le sud, et le nord devient le sud, et le sud devient le nord. Et du coup, au bout d'un quart d'heure, on ne sait plus où est le nord, d'ailleurs. Parce que ça, c'était... Non, mais je veux dire, on perd le nord. Non, mais dans l'énergie, il y a des inversions qui se font. C'est justement pourquoi on parle de giratoire et d'antigiratoire. C'est-à-dire que si le lieu bascule en antigiratoire, c'est exactement comme si on était dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire, en fait, effectivement, il y a une inversion. C'est-à-dire, le nord est plus au nord, le nord a basculé au sud et le sud a basculé au nord. Il y a juste un problème pédagogique. Quand je suis avec les étudiants, si je commence à leur parler comme ça, au bout d'un quart d'heure, effectivement, ils ont perdu le nord. Non, mais je vous dis juste, c'est ceci. Juste moi là-dedans, c'est juste un peu dans ce systématisme où c'est sûr que ça nous aide parce qu'on est des êtres occidentaux et on a besoin de points de repère comme ça, quoi. Mais ces points de repère aussi nous enlèvent de la justesse. Faut juste y faire attention. Moi, c'est mon point de vue. C'est pour ça que c'est difficile, hein, des fois même d'expliquer pourquoi il y a des choses comme ça, quoi. Je rentre et c'est comme ça, quoi. On peut essayer de le rationaliser, mais non, c'est pas rationalisable. Non, mais là, dans une difficile. Conférence, on est obligé de mettre un petit peu de rationalité. Parce que... Non, et c'est sans... Mais non, mais je rejoins... Non, mais justement, c'est très bien d'ouvrir cette porte, parce qu'en fait, le cœur du Vastu, il rejoint complètement ce point de vue. C'est-à-dire qu'une maison, c'est comme un être humain. Un terrain, c'est comme un être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux terrains pareils, il n'y a jamais deux maisons pareilles. Pourtant, j'ai un paquet d'expertise derrière moi. Je n'ai jamais vu deux endroits exactement pareils. Oui, mais c'est comme tout être vivant, il y a une spécificité qui fait que... Alors, comment on fait justement par rapport à ça? Parce que on se dit, bon... On a besoin d'avoir des règles un petit peu quand même pour avoir une base, un socle, parce que sinon on part dans du n'importe quoi tout le temps, quoi. Donc il faut avoir une base quand même de connaissances, on va dire un petit peu plus mentale, rationnelle, qui donne un certain socle, mais après c'est sur le terrain que les choses vont rentrer dans la réalité. C'est là où c'était très intéressant, c'est au niveau sensible, où on met la relation. C'est là où ça joue en fait. C'est là où on utilise notre corps pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Ou ressentir même des fois sans forcément comprendre. Oui, tout à fait. C'est la petite expérience qu'on a fait tout à l'heure. En fait, si on regarde tous les critères, on est censé être en énergie giratoire. Et avec l'expérience qu'on a faite là, ça montre qu'on est en énergie anti-giratoire, mais il n'y a rien qui l'explique. Tu vois, et du coup, on est parti là-dessus. On s'est dit, bon, on fait... on prend ça en compte. C'est la maison nous a donné la réponse, en fait, et elle a dit non, votre rationalité, vous pouvez vous la carrer, parce que l'énergie, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne ici. Donc là, c'est le ressenti, en fait, sur le lieu, et je pense que, c'est pas que je pense, c'est que je constate un art, parce que le Vastu, c'est un art. Et l'art fait appel au sensible.
on peut pas fonctionner avec des recettes de cuisine, quoi. Ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne mal si on fait comme ça. Hein. D'ailleurs, tous les matins, quand ils viennent en formation, on fait 1 heure de méditation déjà. Oui, on essaye un petit peu de déboucher les canaux pour que développer cette sensibilité. Oui, excusez-moi. C'est moi qui m'excuse. Juste, moi je me disais, j'ai entendu beaucoup d'expertise après coup, et en fait il y a des écoles de formation pour aller chez les archis, chez les artisans, pour intervenir avant, tu vois. Que ça pourrait être un modèle. Est-ce que dans l'Antiquité, ou quand tu dis il y a 5000 ans qu'on pratique un petit peu cette science, ou ce savoir, ou ce ressenti, est-ce que les gens le faisaient, tu vois, avant de se dire, tiens, je vais répondre à un mal-être ou à un dysfonctionnement, de se le dire avant que je pouvais, tu vois, Bien sûr, le préventif est toujours bien meilleur au curatif, ça, il n'y a pas de photo, hein, et à l'origine, c'est pour ça que on dit c'est une science de construction, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les choses dès le départ. Et effectivement, on va décliner un certain nombre de conseils pour s'approcher de quelque chose qui est, on va dire, en lien positif avec la nature. C'est-à-dire que la vibration de la maison va s'intégrer dans la nature environnante, et elle va être dans cette espèce de grand orchestre. La maison va être l'instrument qui joue juste pour pas apporter de dissonance. Maintenant, l'approche, on va dire, plutôt occidentale, elle place plutôt des critères à d'autres niveaux. Et le préventif, on n'en prend pas tellement compte, quoi. Et surtout, ces disciplines anciennes, comme on ne peut pas forcément tout expliquer aussi, elles sont un peu discréditées. C'est-à-dire que... Alors que moi, je trouve ça quelque part un peu absurde, parce que pour moi, l'esprit scientifique, c'est celui qui est curieux, et quand il y a quelque chose qui se répète avec un certain résultat, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas l'expliquer, mais la répétition, disons, d'un résultat donne une validité à la discipline. Moi, je vais vous dire franchement, le premier Vastu que j'ai fait, donc il y a 28 ans, je suis vraiment tombé sur mon postérieur, quoi. Je suis arrivé dans une maison parce que le maître, devant mon insistance et puis toutes les questions que je posais, a fini par m'inviter en fait à une consultation. Et cette maison, quand on est arrivé, elle n'avait pas de vibration, elle était assez triste, enfin bon, c'était quelconque, je ne vais pas dire toxique, mais c'était pas terrible. Et 2 heures après, c'était plus la même maison, il y avait de la vibration, mais moi je le ressentais. Puis bon, pratiquant la méditation, c'est aussi, j'ai peut-être des canaux un petit peu plus ouverts que, je dirais, la moyenne, et ce qui fait que j'ai vraiment ressenti dans mon corps que c'était plus la même maison. D'ailleurs, le visage des personnes qui vivaient là s'était éclairci, les yeux brillaient, ils avaient, oui, la banane, enfin, on sentait qu'il s'était vraiment passé quelque chose dans cette maison. Et donc, je comprenais absolument rien à ce que le gars a fait, mais je me suis dit, là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, donc je vais creuser, je vais voir. Parce que, en tant que médecin, enfin, en tant que thérapeute, tu soignes quelqu'un, mais il rentre chez lui, et puis toi, t'as mis tes petites aiguilles d'acupuncture, de machin, de trucs, bon, super, mais et tu sens que ses énergies sont plus rééquilibrées. D'ailleurs, la personne te dit, ah oui, maintenant je peux lever le bras, enfin, ça va mieux. Mais si elle rentre, et puis que c'est malsain, toxique, insalubre énergétiquement, dans son lieu de vie, ça tiendra pas, le traitement il tiendra pas. On intervient aussi assez souvent dans des lieux professionnels. La maison, la vibration de la maison, elle dépend aussi de la vibration de la personne.
Je veux dire, tout le monde ne va pas avoir le même ressenti dans un même lieu. Ah, il y a quand même des constantes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lieu qui est très perturbé, qui est vraiment toxique, vous faites rentrer 10 personnes, je pense qu'il y en a au moins 9 qui vont vous dire je me sens pas bien. Alors après, ils vont pas forcément le décrire de la même façon. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire ça me serre la tête, il y en a d'autres ça me mouline dans le ventre, il y en a d'autres c'est bizarre, j'ai l'impression d'être sur un bateau. D'ailleurs, les consultants, quand je suis avec eux comme ça, j'y regarde des fois sur un ressenti et ben ils sont tous unanimes pour me dire si c'est positif ou négatif. Par contre, ils vont tous me décrire des choses différentes. Voilà. Et l'important, moi, c'est pas de les systématiser, à leur dire il faut que tu ressentes ça. L'important, c'est bon, tu ressens quelque chose? Oui, je ressens quelque chose. Positif ou négatif? Enfin, voilà. Et après, éventuellement, je peux solliciter, bon, alors comment ça se manifeste pour toi le négatif? Ben moi, ça me serre un peu la gorge. Un autre, ça me serre la tête. Il y en a un autre, des fois, j'ai même des trucs très curieux, quoi. Je vais faire une petite parenthèse. Ça Oui. a été une expérience que j'ai vécue. Je suis relativement sensible aux lieux en général. Il y a 20 ans, je visitais une maison pour acheter une maison. Cette maison, elle était en vente depuis 7 ans. Donc, tu vois, ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure, que la maison, elle n'était pas terrible. Et quand je suis entrée dans cette maison, la sensation que moi j'ai eue, mais vraiment, ça a été une idée qui m'a traversé la tête, c'est que la maison, elle m'attendait. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation, cette maison, elle t'attend. Et bon, c'est vrai que le prix il avait complètement chuté. J'ai acheté cette maison, il s'est avéré que cette maison était plus ou moins hantée. Mais moi, il y avait une pièce où j'étais pas bien, mais dans le reste de la maison, il n'y avait aucun problème. 2 ou 3 ans après, j'ai dû vendre cette maison parce que voilà, financièrement, c'était plus possible que je la garde. Je me suis dit, bon Dieu, si je mets 7 ans à la vente, ça va être une horreur. Je l'ai vendue en 1 mois. Et j'ai appris quelques mois après que la personne qui me l'avait achetée, c'était un prof qui habitait à Dijon, et il l'a gardée pour les vacances et puis pour sa retraite. Et un matin, en venant à la maison, il s'est suicidé. Donc en fait, tous les gens qui ont été dans cette... Mais moi, ça m'a jamais rien fait, cette maison. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi? Je peux pas dire que ça t'ait rien fait parce que t'as eu des problèmes financiers, si tu veux, puisque t'as été obligé... Déjà avant, Oui, mais je veux dire, Ils ont pas été... Non, de ce côté-là, non, c'était... Non, au contraire, je dirais même qu'elle m'a permis cette maison justement après, parce que j'ai fait du bénéfice en la revendant, ça m'a permis après de pouvoir être autonome financièrement. Donc, tant mieux. Elle a été bénéfique pour moi. Mais moi, ce que je retiens quand même, c'est que tu n'es pas resté longtemps dans la maison, si tu veux. Non, je ne l'ai pas habité complètement. Mais si tu veux, la sensation que j'ai eue, moi, c'est qu'elle m'attendait. Et ça m'a toujours frappé. Parce que je me suis dit, ok, ben, elle t'a permis de faire une petite plus-value. Bon, c'était bien, t'as rebondi sur autre chose. Oui. Mais après, les raisons... Il y a eu des messes noires apparemment dans cette maison. Enfin, elle était vraiment très négative, cette maison. Bah, si déjà le suivant il s'est suicidé dedans, bon, tu vois, ça... Enfin, tout ça, ça montre, si tu veux, que les maisons ont des histoires et que... plus les histoires ont été lourdes en général, et effectivement, la maison, elle met 7 ans à se vendre. Après, tu avais quelque chose à faire avec cette maison, ça c'est... Voilà, mais c'est pas pour autant, si tu veux, que la maison, elle était... elle était négative. Et est-ce que vous pourrez nous décliner différents types de corrections? Alors, décliner certains types de corrections... Par exemple, là, vous avez parlé de l'utilisation de petites barrettes de cuivre ou différents types de cuivre. Est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres... Alors, on utilise du marbre. Le marbre a une propriété assez intéressante on va dire, d'interférence avec le champ magnétique terrestre. C'est-à-dire que il n'est pas magnétique, hein, c'est pas ça va pas, on va pas ramasser des clous avec un bout de marbre. Mais par contre, il réagit d'une certaine façon avec le champ magnétique terrestre. Est-ce qu'il y a un volume, un poids, non. Une forme? Alors, il y a une forme et il y a une orientation.
Et c'est là où il faut bien connaître le système. Et un emplacement. Bien sûr. Et il y a même des associations de plusieurs pièces avec une orientée comme ça, une orientée comme ça. Bon, il y a des jeux assez complexes, c'est pour ça qu'on fait de formation. Bon, c'est comme toute discipline, il y a une technicité et il y a un apprentissage. Et d'ailleurs, un apprentissage qui est quand même un peu, je dirais, indispensable si on veut manipuler ce genre de matériaux, parce que j'ai l'habitude de... Bon, un petit peu, je le fais avec un petit sourire, mais c'est pas tellement drôle, mais je peux détruire une maison en 15 minutes. Quand je dis détruire une maison, c'est-à-dire que vous aurez vraiment du mal à rentrer dedans sans avoir la gerbe, sans avoir la tête qui se... Parce que je peux complètement vous la bloquer. Ben, c'est comme toute chose qui est puissante, on peut l'utiliser pour le bien ou pour le moins bien. Donc, je peux vous dire qu'il y a on a une charte éthique qu'on donne au niveau des étudiants pour les admettre dans le, disons, deuxième séminaire, là où ils veulent apprendre la technicité, justement. C'est de leur dire, bon, c'est normal. Nous-mêmes, en tant que formateurs, on a une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi. C'est pour ça que je suis aussi avec Sarah sur des dossiers. C'est pour m'assurer que le matériel est bien posé. Et est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, un arbre, planter un arbre à proximité de la maison pour modifier le champ d'énergie? Ce sera secondaire. Ce sera secondaire. Ça peut être positif. Un arbre, surtout les gros arbres majestueux, hein, souvent on dit c'est le gardien du lieu. Enfin bon, il y a bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais là, un arbre, il va mettre du temps à pousser, si vous voulez. Bon, moi, quand je viens, bon, voilà, j'ai 3 heures de temps pour recaler la maison. C'est un petit peu comme quand vous allez chez l'ostéopathe. Bon, ben, il a 1 heure à vous consacrer et il va faire le job. Vous voyez, mais combien de milliers d'heures il a fallu à cet ostéopathe aussi pour pouvoir vous apporter cette heure de thérapie. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre en amont quand même, et surtout beaucoup d'expérience à acquérir sur le terrain. Mais c'est un art. Si je vous dis, bon, écoutez, venez chez moi, je vais vous apprendre le piano ou le violon en 1 semaine. Est-ce que tu vas me croire? Tu auras des doutes et tu auras raison. Parce que si tu veux, je suis pas... Tu vois, faut être sérieux quand même. Ben, le Vastu, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on va au départ t'apprendre les gammes, les notes, quelques règles de rythme, tu vois, une blanche, une noire, une croche, bon. Mais après, il va falloir déchiffrer une partition. Et donc, en fait, les premiers séminaires, on apprend l'alphabet. Mais après, il va falloir déchiffrer la maison. Et ça demande quand même un petit peu de temps, mais bon, ça fonctionne bien. Hein. Et ça demande combien de temps à peu près pour se former en Vastu? Je continue, moi, à me former. C'est-à-dire, c'est une échelle ouverte. On n'est jamais arrivé, je veux dire... Bien sûr, avec les années, on acquiert de l'expérience et on est certainement de plus en plus performant et on a une lecture de plus en plus facile des lieux, mais disons qu'il y a un premier socle qui pour nous est ce qu'on appelle la certification au niveau de l'Institut, ce qui se fait en général entre 1 à 2 ans. Donc c'est quand même assez rapide, mais on continue éventuellement à suivre ceux qui sollicitent par ce qu'on appelle les tutorats, c'est-à-dire qu'ils ont un client qui veut faire du Vastu et puis ils disent waouh, ce truc-là il est costaud quoi. Et puis j'ai jamais fait un truc comme ça. Eh bien, ils peuvent tout à fait solliciter l'Institut pour demander ce qu'on appelle un tutorat, c'est-à-dire avoir 1 heure de cours particulier sur ce dossier-là que nous-mêmes on va étudier. Et puis on va te dire, bon voilà, bah, écoute, là, il y a une stratégie qui se dessine, c'est plutôt comme ça qu'il faut plutôt aller par là. Ça, c'est le plan A. Si le plan A ne marche pas, tu as un plan B qui est un peu comme ça. Moi, a priori, je pense que c'est plutôt comme ça, mais on va donner toute une
une feuille de route, en fait, pour que le jeune consultant puisse aller, si vous voulez, avec l'expertise de l'ancien. C'est en ça qu'on est quand même assez bon dans l'Institut, c'est qu'en fait, on ne fait pas, vous voyez, module 1, module 2, module 10, et puis après, débrouille-toi, quoi. C'est pas comme ça. Moi, j'ai pas appris avec un tableau, vous voyez, un PowerPoint et un machin. Ma formation a duré 11 années auprès d'un maître, vraiment d'une pointure en Vastou, et j'ai fait à peu près 200 corrections avec mon maître avant d'oser prendre l'initiative de poser un marbre tout seul, quoi. Bon, pour eux, évidemment, c'est plus rapide parce que j'ai débroussaillé le terrain, parce que bon, apprendre avec un Indien, c'est pas forcément facile parce qu'il vous explique pas ou il explique partiellement. Et puis, c'est très difficile aussi d'apprendre par les cas particuliers pour essayer de comprendre la généralité. Vous voyez ? Alors que quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire on pose vraiment les bases comme ça, puis après on apprend un petit peu à décliner. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Moi, j'ai fait le chemin inverse, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais voilà, c'est... Est-ce qu'il peut y avoir des cas où vous n'arrivez pas à harmoniser l'espace? J'ai à peu près, vous voyez, sur le grand nombre de Vastou faits, moi, je dirais peut-être 5-6 dossiers où je me suis dit, oh là là, il faudrait aller chez Kiloutou, prendre un bulle, tout raser, et on laisse on laisse les ronces, les coquelicots, tu vois, et puis on fait rien d'autre. Parce que, non, en général, on peut toujours quand même remonter, mais c'est vrai que des fois, on se dit quand même, comment les gens ont pu aller dans un truc pareil, quoi. Parce que tous les critères sont dans le rouge. Et tu leur dis? Ah non, résultat, non. Bah, non, de dire, bon bah là, je peux plus, quoi. La séance est gratuite dans ces cas-là. Non, éthiquement, on peut pas dire à la personne, écoutez, rasez votre maison. C'est pas possible de dire ça, c'est trop violent. On dit, bon, bah, écoutez, effectivement, on part de loin, hein, on va faire au mieux pour, puis bon, bah, si on arrive à peu près, je dirais, à la moyenne, bah, c'est déjà super. Donc, de toute façon, il y aura une amélioration. Mais, et justement, là, c'est vraiment des cas de figure où les gens ont acheté un prix, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la maison, ça fait 7 ans qu'elle est à vendre parce que, bon, dès que les gens ont passé le pas de la porte, non, c'est pas là. Le prix est vraiment très, très attractif, donc effectivement, bah, y a une personne à un moment qui va avoir le coup de cœur, peut-être pas que pour le prix, mais bon, voilà, mais c'est souvent ce genre de maison. J'en ai eu une en Bretagne qui était vraiment une horreur absolue, mais vraiment un truc... Mais comment vous faites du coup niveau éthique? Parce que ce sont des maisons dangereuses où il y en a qui peuvent aller se suicider ou que c'est des maisons à cancer. Il y a une question éthique de vous-même hein, qui se pose quand... Mais moi, je suis là pour soigner. Je suis pas. Oui, à partir du moment où la personne m'appelle. À détruire cette maison. Non, mais il y a deux choses. Soit on n'intervient pas, on laisse en l'état. Et là, je trouve que c'est effectivement, ce serait plutôt assez dramatique de dire non, je peux pas y toucher. Ou alors, effectivement, on fait une action qui, de toute façon, apportera quand même un résultat. Il y aura un mieux. Mais bon, on ne peut pas forcément prendre toute la misère du monde sur ses épaules aussi. Hein, c'est-à-dire, on fait au mieux. Moi, ça m'est aussi arrivé d'être sollicité et de ne pas sentir le dossier et de décliner. Ah ouais. Ça m'est arrivé. C'est très rare, mais ça m'est arrivé. De me dire, bon, je ne suis pas dans mon domaine de compétences là. Je ne sais pas pourquoi, mais... et si j'y vais, je le paye cash direct. Hein. Je leur ai raconté l'histoire comme ça d'un dossier dans lequel je suis sollicité. Et puis en fait,
bon, le devis est accepté, puis je tergiverse, je me dis, oh, je le sens pas, puis bon, c'était 2 jours plus tard, hein. J'arrive le premier soir, oh bah si, je vais le faire, et puis le lendemain matin, à nouveau, je suis dans un doute. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'ai jamais ce genre de sentiment, mais là, comme on dit, j'y vais à reculons, quoi. Et puis arrive la veille au soir, je dis, oh bon, je dis à mon épouse, bon, il faut le faire, allez, je vais le faire ce Vastou. Dans le quart d'heure, j'ai un frelon qui me pique le pied, je me retrouve avec un pied comme ça, bah évidemment, c'était fini le Vastou, quoi. Comme quoi, des fois, la nature, dans sa bienfaisance, hein, c'était moins grave de me faire piquer, je pense, le pied par un frelon, plutôt que d'aller faire le Vastou là-bas. Après, j'ai quand même essayé d'acquérir un petit peu des infos, et en fait, c'est une maison qui a été construite sur un ancien cimetière, et je pense qu'il devait y avoir vraiment, parce que bon, j'en ai déjà vu des dossiers comme ça, qui n'étaient pas terribles, que j'ai traités, et que ça s'est bien passé. Là, il devait vraiment y avoir un gros loup, un truc où j'aurais été certainement très très affecté. Bien plus que bon, cette piqûre qui m'avait quand même bien gêné pendant quelques jours. Et du coup, vos outils sont des matériaux, vous placez toujours des matériaux, mais il y a aussi du nettoyage, si j'ai compris, vous faites du nettoyage énergétique en fait, puisque vous travaillez sur les mémoires des maisons. Oui, alors sur les mémoires, bon, bah, il y a des approches un petit peu traditionnelles, comme on dit, fumigation de sauge, bon, des Palo Santo, différentes choses qu'on peut appliquer qui sont assez connues. Moi, je dis que ça, c'est plutôt la petite douche d'entretien. Quand il y a vraiment du lourd, on travaille avec des mandalas. Donc ça, c'est mon épouse qui les crée, mais à partir, je dirais, déjà d'une canalisation et dans une structure traditionnelle, c'est-à-dire que bon, il y a le cercle, il y a la couleur, il y a des proportions, puis il y a ce qu'on appelle les grégores au centre, hein. Vous en avez quelques-uns, hein, des mandalas qui ont été placés. Hein, vous pouvez voir là-bas, il y en a un là-bas, il y en a un là derrière. Vous en avez là-bas. Spécialement pour la maison, du coup. C'est une canalisation pour cette maison. Non. On en a 360 des mandalas qui permettent quand même d'avoir l'échantillonnage. Et encore, moi, je viens pas avec les 360 mandalas, mais j'ai des grandes catégories qui correspondent à ce qu'il faut pour tel type de lieu ou tel type de lieu. C'est un petit peu comme l'astrologie, vous voyez, vous avez des tempéraments, c'est-à-dire qu'on a des tempéraments de maison, et donc on sait qu'il faut plutôt placer tel ou tel type de mandala. Là, par contre, on peut faire du lien avec l'habitant, avec les mandalas. C'est-à-dire on a beaucoup plus de liens entre l'habitat et l'habitant. Et on les place à des endroits, c'est un peu comme des points d'acupuncture, c'est-à-dire ils vont plus résonner à tel ou tel type d'endroit. C'est ce qu'on appelle la marmathérapie aussi du lieu. C'est vraiment un pont entre le monde visible et le monde invisible. Et ça fonctionne très bien, hein. Ça marche très très bien. Est-ce que vous travaillez sur plan des fois avant d'intervenir sur place? Toujours pour préparer la mission, c'est-à-dire que notamment pour voir ce qu'on appelle les zones d'influence. Là, par exemple, il y a un hôpital qui est pas très loin. C'est un hôpital, hein, c'est ça, qui est pas très loin. On est un peu en limite de zone d'influence, ce qu'on appelle d'influence forte. L'hôpital, c'est un lieu où il y a quand même de la souffrance. Et habiter juste à côté, c'est pas très porteur en termes d'énergie, parce que c'est cimetière, enfin bon, voilà, vous êtes à côté du tribunal de commerce, tous les endroits où il y a, vous voyez, où il y a un petit peu du conflit, des souffrances, des choses compliquées, c'est pas très porteur d'être vraiment dans la proximité. L'EHPAD, par exemple, c'est encore un endroit qui est compliqué énergétiquement. Il y a beaucoup de souffrance. Vous avez un abattoir à côté. Là, je vous raconte pas. La souffrance animale, c'est presque pire encore que la souffrance humaine. C'est très très violent. C'est très très dur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les zones d'influence. Alors après, vous avez aussi les antennes relais, les THT, lignes à très haute tension, qui vont perturber. Alors plus ou moins, il y a des gens qui sont électrosensibles, il y en a d'autres qui sont un peu plus résistants, mais là, il y a pas plus tard que 15 jours, j'ai fait un Vastou dans le nord de la France,
Et juste derrière la maison, à peu près à 50 mètres, il y a une ligne à haute tension qui passe, 225 000 volts. Ils s'en prennent plein. Ils ont habité, ils ont été dans cette maison, le couple. 2 ans après avoir emménagé, le monsieur a fait un cancer du sang et il est décédé 1 an plus tard. Et ces zones d'influence, ça peut aller sur un rayon de combien de kilomètres? C'est 1 mètre par millier de volts. Donc 225 000 volts, ça vous donne grosso modo 200 mètres d'influence forte. Ça ne veut pas dire que si vous êtes à 300 mètres, vous en prenez, mais beaucoup moins. Ça décline après rapidement. Mais en France, on a des lignes jusqu'à 400 000 volts. Donc ça fait 400 mètres de chaque côté. Et moi, j'ai un fils qui travaille chez Engie. Il me dit, papa, j'ai fait le test de planter au sol un néon. Le néon s'allume. Pour peu qu'il y ait un petit peu d'humidité dans l'air. Et à part ça, on va vous dire... Alors là, on a aussi des méthodes. En Vastou, alors évidemment, il y a 5000 ans, il n'y avait pas tout ce genre de trucs. Mais on a fait des essais pour voir. Et on arrive un peu à tamponner quand même les effets. Mais bon, je dis toujours, attention, c'est un tampon. Mais qu'on peut ressentir. Y a pas... Je vais encore citer un autre exemple d'un étudiant qui déménage. J'ai dit, mais c'est pas vrai, tu déménages, mais t'as vu, tu te mets à côté d'une 60 000 volts. Là, et les câbles, ils passent au ras de la maison, quoi, à 10 mètres. Il dit, oui, mais il y avait des critères qui faisaient qu'il fallait qu'il emménage là. Et depuis qu'il était là, avec son épouse, ils avaient mal à la tête. Alors, on fait ce qu'on appelle une séparation. C'est-à-dire, on fait une séparation de la maison de la ligne à haute tension. Le mal à la tête disparaît. Alors je dis, tiens, regarde, c'est rigolo, on va faire l'expérience. Imaginons qu'on ait la ligne ici en milieu de pièce, vous voyez. Et puis là, il y a la maison. Et entre la ligne à haute tension et la maison, nous, on a créé notre barrière, en fait. Et je dis, passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté, le mal de tête revient. Il franchit la ligne, je dis, mais c'est l'alu, ce truc-là. Je passe là, j'ai plus mal à la tête. Là, au bout de 10 secondes, ma tête se resserre, à nouveau, je le sens. Donc là, on voit bien qu'il y a un effet. C'est pas de la suggestion. J'ai plein d'exemples aussi très rigolos avec les animaux. Donc les animaux, l'effet placebo, désolé, mais bon, c'est assez rigolo. On en parlait tout à l'heure d'un étudiant qui a récemment fait un Vastou dans une écurie. Et en fait, il a fait changer en fait les chevaux de certains box en fonction de leur caractère un petit peu. Et ça a remis de l'harmonie dans le lieu, parce qu'effectivement, suivant qu'ils étaient dans certaines zones, ça leur convenait pas, enfin, suivant un peu le caractère du cheval. C'était assez drôle. Bon, je sais pas, quelle heure il se fait, là? Ouais, je sais pas. Vous avez encore des questions? Sinon, chez nous, il y a des choses qu'on peut tester. 22h05. Faites un diagnostic, appelez Sarah. Non, mais c'est vrai. Non, mais si tout va bien, vous appelez pas le médecin quand vous n'êtes pas malade. Tout va bien, bon. Mais si vous avez un petit peu des doutes ou un truc qui vous semble un peu bizarre, tout ça, faites solliciter un diagnostic. C'est gratuit, le diagnostic. Non? Oui, c'est... C'est un devis, quoi. Moi, j'ai fait venir un géobio chez moi. Oui, mais c'est un tiers du boulot, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est souvent les gens disent j'ai fait Feng Shui ou j'ai fait géobio. Très bien. Et peut-être que le principal problème était d'ordre géobio. Si c'est résolu, c'est parfait. Mais il y a plein de critères. En Vastou pur, je parle même pas de la géobio ou des mémoires des lieux. Là, je vais parler du structurel, ce qu'on appelle les énergies intrinsèques.
C'est-à-dire que la maison, comment elle a été proportionnée, distribuée, implantée sur le terrain, la forme du terrain et tout ça. On a 20 critères. Est-ce qu'on peut faire un vasto sur un terrain nu? Oui. Oui, j'en ai fait encore le mois dernier. C'est des personnes qu'on accompagne sur un projet depuis le terrain. C'est-à-dire, ils viennent d'acheter le terrain. Il y avait des petites choses qu'il fallait rectifier. Bah, ça a été rectifié. Et puis... Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Enfin bon, peut-être une petite dernière question. Si... Ça va, ça vous avez... C'est super intéressant. Ça vous a intéressé? Là, il nous met l'eau à la bouche, quoi. Ça. Oui. Mais c'est quoi le problème de vous mettre l'eau à la bouche, en fait? La nuit sera trop courte si on rentre dans les détails. Ah bah c'est sûr que là, de toute façon... Donc on compte sur ça. Bah oui, voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Elle va prendre le relais maintenant. Bon, c'est... Tu restes sur Saint-Pape. Non, mais non, viens régulièrement. je rentre. Mais Bah, alors, là, ça je suis fait ça, venue c'est pour. Ta grande sœur Ah merde. et sa maman. J'ai pas dit, Oui, elle vient au moins 2-3 fois par an, donc voilà, si vous avez... Et sinon, tu es où alors? À Apt, dans le Vaucluse, à 1 heure d'Avignon. Ah, ouais.